Écoutez-moi bien. Cette voix qui dans votre tête doute, qui hésite et qui se plaint, elle vous ment. Elle est le produit d'un esprit faible, et un esprit faible est un esprit qui a déjà perdu. Ce livre n'est pas une discussion. C'est un antidote. C'est un programme de reconstruction mentale conçu pour éradiquer la faiblesse à sa racine. Nous allons identifier le poison du doute et de l'auto-apitoiement, et nous allons lui administrer le remède. Une mentalité de gagnant, une mentalité qui ne connaît pas, qui ne peut pas connaître la défaite. Votre ancienne mentalité n'avait pas sa place ici. Elle est terminée. À partir de maintenant, vous forgerez un mental de gagnant. Chapitre 1. Diagnostiquer la faiblesse en vous. Écoutez, vous voulez un mental de gagnant? Alors commencez ici, par la vérité la plus brutale. L'ennemi n'est pas dehors, il est dans votre tête. Ce chapitre est une opération chirurgicale. Nous allons ouvrir votre crâne mental et identifier le cancer. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous refusez de voir. Alors arrêtez de fuir. Regardez, diagnostiquez. Premièrement, identifiez l'ennemi intérieur. La faiblesse a 3 visages. Première racine, le dialogue interne négatif. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas de la prudence. C'est de la trahison. Votre propre esprit qui vous poignarde dans le dos. Deuxième racine, la recherche de validation. Attendre qu'on vous dise que vous êtes assez bien. C'est la marque d'une estime de soi en ruine. Vous donnez aux autres les clés de votre valeur. Troisième racine, la justification de l'échec. Je n'avais pas les ressources. Un mécanisme qui vous empêche de grandir. La faiblesse est une mauvaise herbe. Vous devez d'abord voir toutes ces racines avant de l'arracher. Regardez votre journée. Le réveil sonne. Faiblesse dit « Encore 5 minutes ». Vous obéissez. Une réunion importante. Faiblesse dit « Tu n'es pas préparé ». Vous y allez sur la défensive. Une critique constructive. Faiblesse crie « Il m'attaque ». Vous vous braquez. À chaque micro-décision, la faiblesse a pris le contrôle. Vous avez laissé la mauvaise herbe étouffer votre potentiel. Plus maintenant. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Deuxièmement, démolissez le mythe de la victime. Votre plus grand mensonge? Croire que les circonstances causent vos échecs. C'est un conte pour irresponsables. Votre patron est difficile, l'économie est en crise, les circonstances sont des données, pas des excuses. Répétez cela. Ce sont les règles du jeu. Les cartes dans votre main. Prenons un exemple. Un revers professionnel. La personne faible blâme son patron. L'économie. Ses collègues. Elle stagne. La personne forte se demande « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Elle utilise l'échec comme une leçon. La différence, l'un donne son pouvoir, l'autre garde son pouvoir. Vous avez un choix. Être la victime ou l'architecte. Choisissez d'être l'architecte. C'est aussi simple que cela. Et cela change tout. Troisièmement, calculez le coût de la complaisance. Ce n'est pas si grave. Le chant des sirènes de la médiocrité. Regardez la facture. Dans 5 ans, même rêve flou, regret plus lourd. Dans 10 ans, la médiocrité est votre normalité. Dans 20 ans, l'amertume, le ressentiment. Chaque jour où vous tolérez la faiblesse, vous signez un chèque que votre futur moi devra payer. Avec ses rêves, son bonheur, sa dignité. L'histoire d'un homme qui regardait sa vie passer. Trop peur de s'engager, trop peur de l'échec, trop paresseux pour ses passions. Maintenant, il regarde un mur vide. Ce n'est pas une tragédie, c'est une conséquence. Le coût de la complaisance. Voulez-vous que ce soit votre histoire? Alors continuez. Tolérez la faiblesse. Le diagnostic est posé. Vous avez identifié l'ennemi. Vous avez vu le prix. Maintenant, il est temps de passer à l'action directe. Il est temps d'apprendre à réduire cette voix au silence. De prendre le contrôle total de votre récit intérieur. Chapitre 2. Éradiquer le dialogue de la défaite. Maintenant, vous savez reconnaître l'ennemi. Vous avez diagnostiqué la faiblesse. Mais la connaissance sans l'action est inutile. Dans ce chapitre, nous passons à l'offensive. Nous allons attaquer la racine la plus toxique, cette voix dans votre tête qui vous sabote, cette voix qui dit « tu n'es pas capable ». À partir d'aujourd'hui, vous apprenez à lui imposer le silence. Pas le silence du déni, le silence du contrôle, le silence de la force. Éradiquer le dialogue de la défaite n'est pas une option.
C'est la condition non négociable pour forger un mental de gagnant. C'est la première action concrète de votre transformation. Premièrement, prenez le contrôle de votre cerveau. Votre esprit est un champ de bataille. Les pensées de défaite sont l'ennemi qui a pris position. Votre mission est de les repousser. Immédiatement, sans pitié. La technique est simple, mais elle demande une discipline de fer. Elle s'appelle le recadrage cognitif immédiat. Voici la règle. Arrêtez la phrase. Rephrasez-la. C'est un ordre. Dès qu'une pensée négative émerge, vous l'interrompez. Physiquement, vous pouvez dire « stop » à voix haute. Puis, vous la reformulez en une question d'action. Vous transformez une déclaration de victimisation en une demande de solution. Prenons un exemple. La pensée est « je n'y arriverai jamais ». C'est une déclaration absolue. C'est une prison. Vous l'arrêtez. Maintenant, rephrasez-la. Transformez-la en « quelle est la première petite étape que je peux franchir pour me rapprocher du but ?» Voyez-vous la différence? La première pensée vous paralyse. La seconde vous met en mouvement. Autre exemple, ce projet est trop difficile. Arrêtez la phrase. Rephrasez-la. Quelles sont les 3 premières actions que je peux identifier pour le simplifier? Vous avez un choix. Vous pouvez écouter la plainte ou vous pouvez chercher la solution. Choisissez la solution. À chaque fois, c'est ça, la discipline mentale. Ce n'est pas un talent, c'est un entraînement. Ce n'est pas un talent, c'est une discipline. Deuxièmement, le protocole de silence mental. Parfois, le bruit est trop fort. Parfois, le doute est si aigu qu'il paralyse toute pensée logique. Dans ces moments, vous n'avez pas besoin de raisonner. Vous avez besoin de recéter. Voici le protocole. C'est votre bouton d'urgence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de construction. C'est dans ce silence que vous reprenez les commandes. Voici le guide, étape par étape. Première étape, fermez les yeux. Deuxième étape, comptez 4 inspirations lentes et profondes. Troisième étape, comptez 4 expirations, encore plus lentes. C'est tout. Votre seul et unique travail est de compter. Rien d'autre. Si une pensée intrusive arrive, reconnaissez-la et revenez au compte. Le doute attendra. Pratiquez ceci dès qu'une émotion forte vous submerge. Avant une conversation difficile. Après une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas de la méditation. C'est un exercice de prise de contrôle. Vous apprenez à dire à votre esprit « Silence. Maintenant, je commande. Faites-le. Maintenant. Prenez 30 secondes et faites-le. » Vous voyez? Vous avez repris le contrôle. C'est ça, la clé. Le contrôle n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité de naviguer en son centre. Troisièmement, programmez des mantras d'acier. Votre esprit croit ce que vous lui répétez. Jusqu'à présent, vous lui avez répété des mensonges de faiblesse. Il vous les a rendus. Aujourd'hui, nous changeons le programme. Nous installons un nouveau système d'exploitation. Avec des mantras, ce ne sont pas des affirmations vides. Ce sont des instructions claires, directes, en acier. Ces phrases ne sont pas des affirmations. Ce sont des programmes. Voici votre nouvelle programmation. Répétez chaque phrase, à voix haute, avec conviction, chaque matin et chaque soir. Je contrôle mes actions. Mon calme est ma force. L'obstacle est le chemin. Ma discipline est mon arme. Je me concentre sur la solution. Lorsque vous répétez « Je contrôle mes actions », vous programmez la responsabilité. Lorsque vous dites « Mon calme est ma force », vous programmez la stabilité émotionnelle. L'obstacle et le chemin transforment immédiatement les problèmes en opportunités. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour dire ces phrases. C'est un ordre que vous vous donnez à vous-même. C'est un dialogue interne que vous reprenez en main. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fortes, plus réelles que l'ancien discours de défaite. Elles deviendront votre vérité. C'est ainsi que vous forgez votre armure mentale, phrase par phrase. Vous avez maintenant 3 armes. Le recadrage pour transformer le poison en remède. Le silence pour reprendre le contrôle immédiat. Les mantras pour reprogrammer votre fondement. Vous avez commencé à éradiquer le dialogue de la défaite. Mais une bataille ne gagne pas la guerre. Une pensée contrôlée est inutile si elle ne se traduit pas par un comportement concret. Il est temps de passer de l'esprit au corps. Du discours à l'acte pur. Chapitre 3. Arrêtez de vous plaindre,
Commencez à résoudre. Vous avez appris à contrôler la voix dans votre tête. Maintenant, nous passons à ce qui sort de votre bouche. La plainte, ce poison socialement acceptable qui corrode votre pouvoir. Dans ce chapitre, vous allez déclarer un embargo total sur la plainte. Vous allez comprendre que se plaindre est la signature de la défaite. Et vous allez apprendre à transformer immédiatement chaque problème en une action concrète. Votre ère de la plainte est terminée. L'ère de la solution commence maintenant. Premièrement, la plainte est un aveu d'impuissance. Écoutez le son d'une personne qui se plaint. Qu'entendez-vous? Vous n'entendez pas un problème. Vous entendez une capitulation. Se plaindre, c'est annoncer au monde que vous êtes une victime sans solution, que vous êtes impuissant, que vous avez abdiqué votre pouvoir à une circonstance, une personne, un événement. C'est un discours de soumission. Chaque plainte est un serment d'allégeance à la faiblesse. Vous jurez fidélité à votre propre impuissance. À chaque « c'est trop injuste », vous signez un document qui dit « je ne peux rien y faire ». Voici votre premier défi. Il est non négociable. Pendant les 7 prochains jours, vous bannissez la plainte. Complètement. Pas une plainte à voix haute. Pas une plainte dans vos pensées. La plainte est une habitude neurologique. En la coupant net, vous brisez le circuit. La première fois que vous vous surprendrez, vous vous tairez. Vous reconnaîtrez la sensation, cette envie de vous soulager en rejetant la faute, et vous la remplacerez par le silence. Un silence plein de puissance. Parce que dans ce silence, une nouvelle question va naître. Que vais-je faire? Vous avez un choix. Continuer à être le commentateur passif de vos problèmes ou en devenir l'acteur principal. Choisissez d'être l'acteur. Deuxièmement, redirigez l'énergie vers l'action. La plainte consomme une énergie mentale considérable. C'est une dépense, une perte nette. Aujourd'hui, vous apprenez à investir cette énergie. Voici la règle des 1% de solution. Pour chaque problème que vous identifiez, vous devez immédiatement trouver une action qui représente 1% de la solution. Pas 100%, 1%. Une action infime, concrète, que vous pouvez entreprendre maintenant. L'énergie que vous dépensez à vous plaindre est l'énergie volée à la solution. Reprenons-la. Exemple, vous êtes insatisfait de votre forme physique. La plainte est « je suis fatigué en mauvaise forme ». Stop. L'action des 1%, faire 10 pompes, immédiatement, pas demain. Maintenant, le problème n'est pas résolu, mais vous avez agi. Vous avez transformé l'énergie stagnante de la plainte en énergie cinétique de la solution. Autre exemple, votre bureau est en désordre. La plainte, c'est le bordel, je n'arrive à rien trouver. Stop. L'action des 1%, ranger un seul tiroir. Juste un. C'est ça, la clé. L'action, aussi petite soit-elle, vous reprogramme en tant que personne qui résout les problèmes. Elle casse le sort de la victime. Elle vous remet aux commandes. Troisièmement, adoptez un langage de possibilités. Votre langage crée votre réalité. Les mots que vous utilisez ne décrivent pas votre monde, ils le forgent. Un langage de victime crée une réalité de victime. Un langage de possibilités crée une réalité de solution. À partir de maintenant, vous bannissez de votre vocabulaire les phrases qui vous rendent impuissant. Je ne peux pas est interdit. C'est trop dur est interdit. Ces phrases sont des portes que vous fermez vous-même. Vous les remplacez par le langage de la force et du choix. Je ne peux pas devient j'ai choisi de ne pas prioriser cela pour le moment. C'est trop dur devient je trouve un moyen de le décomposer en étapes plus simples. Voyez la différence de pouvoir? La première version est une prison. La seconde est une décision, une stratégie. Faites cet exercice. Maintenant, prenez une conversation récente où vous vous êtes plaint et réécrivez-la mentalement avec ce nouveau langage. Transformez les déclarations d'impuissance en déclarations de choix et de recherche de solutions. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour changer votre vocabulaire. C'est une discipline interne. Ce n'est pas de la positivité, c'est de la précision. Vous parlez enfin la vérité, que vous êtes aux commandes. Vous avez maintenant un protocole anti-plainte. Le repérer, le stopper, le transformer en action de 1% et reformuler votre pouvoir avec des mots précis. Vous êtes passé du statut de commentateur à celui de solveur. Mais pour maintenir cette action,
Pour la rendre automatique, vous avez besoin d'un fondement. Vous avez besoin de la seule force qui rend tout cela possible, une discipline implacable. Chapitre 4. Votre confort est votre ennemi. Vous avez arrêté de vous plaindre. Vous passez à l'action. Mais une force invisible vous retient. Une force séduisante et mortelle, votre confort. Dans ce chapitre, nous déclarons la guerre à votre zone de confort. Nous allons exposer son vrai visage. Ce n'est pas un refuge, c'est une cellule, et vous détenez la clé. Il est temps de l'ouvrir et de marcher vers l'inconfort volontaire. C'est là que la vraie force se forge. C'est le terrain d'entraînement du mental de gagnant. Premièrement, la zone de confort est une cage. Regardez votre vie, votre routine, le chemin tracé que vous suivez chaque jour. Vous pensez que c'est une sécurité. C'est un mensonge. C'est une prison avec des barreaux invisibles. Ces barreaux sont faits de peur, de paresse et d'habitude. À l'intérieur, vous êtes en sécurité. Et vous étouffez. Votre potentiel se ratatine. Votre courage s'atrophie. Vous devenez faible. Un muscle qui ne rencontre pas de résistance ne fait que s'atrophier. Votre esprit est ce muscle, et vous le laissez devenir mou, faible, incapable de soulever le poids des défis inévitables de la vie. Reconnaissez les signes de l'emprisonnement. Une routine si rigide que le moindre imprévu vous panique. La peur viscérale de ce qui est nouveau, de ce que vous ne maîtrisez pas. Le refus automatique des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités. Vous choisissez toujours l'option la plus facile, le chemin le plus plat. C'est la cage, et vous en êtes à la fois le gardien et le prisonnier. Vous avez un choix. Continuez à vous bercer d'illusions de sécurité ou reconnaître que cette cage vous tue à petit feu. Choisissez la liberté. Deuxièmement, pratiquez l'inconfort volontaire. La solution n'est pas d'attendre que la vie vous arrache de force de votre confort. La solution est de sortir de vous-même. Chaque jour, de façon délibérée, vous devez imposer à votre corps et à votre esprit des challenges d'inconfort. C'est votre nouvel entraînement quotidien. C'est la salle de gym de votre force mentale. Voici votre programme de base. Commencez demain matin. Votre réveil sonne. Vous vous levez. Immédiatement. Pas de snooze. Pas de négociation. Ensuite, vous prenez une douche froide. 60 secondes. Vous résistez à l'envie de fuir. Vous respirez. Vous endurez. Plus tard dans la journée, vous adressez la parole à un inconnu. Une simple question. Vous vous inscrivez à un cours pour apprendre une compétence qui vous intimide. Vous renforcez votre muscle de la difficulté en salle de gym pour qu'il soit fort quand la vie vous impose un test imprévu. Le but n'est pas la douleur. Le but est la preuve. La preuve que vous pouvez endurer, que vous pouvez surmonter, que vous êtes plus fort que votre envie de facilité. C'est ça, la clé. Chaque acte d'inconfort volontaire est un coup de marteau qui brise un barreau de votre cage. Troisièmement, réévaluez votre définition de la douleur. Tout votre être va vous crier de rester dans le confort, parce que votre cerveau assimile l'inconfort à une douleur et la douleur à un danger. Vous devez reprogrammer cette association. Il existe deux types de douleurs. La première est la douleur de la discipline. C'est la douleur du réveil tôt, de la douche froide, de l'effort dans la salle de sport, de la concentration sur un travail difficile. Cette douleur est temporaire. Elle est constructive. Elle vous bâtit. Elle vous rend plus fort, plus résilient, plus compétent. La seconde est la douleur du regret. C'est la douleur de regarder en arrière dans 5, 10, 20 ans et de voir une vie gâchée, de voir les opportunités manquer, les rêves abandonnés, la personne que vous auriez pu devenir. Cette douleur est permanente. Elle est destructrice. Elle vous ronge de l'intérieur et ne vous quitte jamais. Maintenant, posez-vous cette question. Posez-vous-la chaque fois que la facilité vous appelle. Préférez-vous la douleur de la discipline ou la douleur du regret? Le choix est inévitable. Vous paierez d'une manière ou d'une autre. Vous avez un choix. Une douleur qui vous construit ou une douleur qui vous détruit. Choisissez la douleur utile. Choisissez la discipline. Ce n'est pas de la masochisme, c'est de la lucidité. Vous avez identifié la cage. Vous avez les outils pour en briser les barreaux, un par des actes d'inconfort délibérés. Vous comprenez maintenant que la vraie souffrance est dans le regret, pas dans l'effort. Cette prise de conscience est fondamentale.
Mais ces actes courageux ne peuvent pas être sporadiques. Ils doivent devenir la norme. Ils doivent s'enraciner dans une qualité plus profonde, plus constante, la discipline pure. La discipline n'est pas une action, c'est une identité. Chapitre 5. La discipline, votre nouvelle langue maternelle. L'inconfort volontaire vous a montré la voie, mais ces actions courageuses doivent devenir votre nature. Elles doivent cesser d'être un effort pour devenir votre identité. Ce chapitre est le point de bascule. Nous allons transformer la discipline d'un combat en un fondement. Nous allons en faire votre langue maternelle, la langue dans laquelle vous pensez, vous décidez, vous agissez. La discipline n'est pas la privation, c'est votre libération ultime. Premièrement, la discipline comme acte d'amour-propre. Vous avez toujours vu la discipline comme une punition, comme un père sévère qui vous prive de plaisir. C'est une illusion. La discipline n'est pas une punition. C'est le plus grand respect que vous puissiez vous porter. C'est la preuve tangible que vous vous estimez assez pour exiger le meilleur de vous-même. La paresse, à l'inverse, est un acte de mépris. C'est vous dire « Tu ne vaux pas la peine que je fasse cet effort ». Souvenez-vous de cette déclaration. Gravez-la dans votre esprit. Chaque acte de discipline est une lettre d'amour à votre futur moi. Lorsque vous choisissez la salle de sport ou vers le canapé, vous lui écrivez une lettre de santé. Lorsque vous choisissez l'étude ou vers les réseaux sociaux, vous lui écrivez une lettre de compétence. Lorsque vous vous levez tôt, vous lui écrivez une lettre de temps et de productivité. Contrastez la sensation. La honte immédiate de la paresse est lourde, toxique. La fierté immédiate de l'accomplissement, même minime, est légère, puissante. Vous avez un choix. Vous envoyez des lettres de haine par votre paresse ou des lettres d'amour par votre discipline. Choisissez l'amour. Choisissez le respect. Deuxièmement, le pouvoir des micro-victoires. La discipline ne se construit pas sur des gestes héroïques. Elle se construit sur la consistance microscopique, sur la preuve répétée que vous tenez vos promesses. Pour cela, vous allez mettre en place le système des engagements non négociables. Voici la règle. Choisissez 1 à 3 petites tâches. Seulement 1 à 3. Elles doivent être si simples qu'elles en semblent ridicules. Faire son lit, lire 5 pages, faire 10 minutes de marche, méditer 60 secondes. Maintenant, voici la loi. Ces tâches doivent être faites. Chaque jour, sans exception. Aucune négociation. Aucune excuse. Même malade, même fatigué, même débordé. Ces petites victoires construisent la preuve neurologique que vous tenez vos promesses. Chaque engagement tenu est un dépôt dans le compte en banque de votre confiance en vous. Au fil des jours, ce compte grossit. Votre certitude en votre propre parole devient inébranlable. C'est ça, la clé. Vous ne vous fiez plus à votre motivation, qui est fluctuante. Vous vous fiez à votre système, qui est implacable. La discipline cesse d'être une lutte. Elle devient un rituel, une preuve de fiabilité envers vous-même. Troisièmement, brisez la négociation avec la faiblesse. La faiblesse est un négociateur né. Elle est rusée. Elle va chuchoter à votre oreille. Juste cette fois, tu l'as bien mérité. Recommence demain. Son argumentaire est infini. Si vous engagez la discussion, vous avez déjà perdu. Vous ne pouvez pas raisonner avec un terroriste. Vous ne négociez pas avec un preneur d'otages. Votre volonté est l'otage. La réponse n'est pas un débat. La réponse est un non automatique, froid et sans émotion. Voici la technique. Visualisez cette voix. Donnez-lui une forme méprisable. Un enfant gâté qui fait un caprice. Un vendeur douteux qui veut vous escroquer. Vous ne discutez pas avec un enfant qui hurle. Vous l'ignorez. Vous ne débattez pas avec un escroc. Vous lui fermez la porte au nez. Faites de même. Lorsque la négociation commence, reconnaissez-la. C'est l'enfant gâté qui pleure. Et tournez-lui le dos. Passez à l'action. Vous n'avez pas besoin de la permission de cette voix pour agir correctement. Ce n'est pas un débat, c'est un ordre. Vous êtes le commandant. Vous donnez un ordre. Vous l'exécutez. Point final. Chaque non asséné est un coup de marteau qui enfonce le pied de votre autorité personnelle. Vous parlez maintenant le langage de la discipline. Vous avez transformé la contrainte en respect. Vous avez un système de micro-victoires et un protocole pour briser toute négociation.
Vous avez établi votre autorité sur vous-même. Mais cette autorité serait vaine si vous l'utilisiez pour blâmer les autres. La prochaine étape est la plus puissante. Assumez une propriété totale et absolue sur tout ce qui vous arrive. C'est le fondement ultime du pouvoir. Chapitre 6. Assumez l'entière propriété de votre vie. Vous avez la discipline. Vous avez le contrôle. Maintenant, nous arrivons au principe suprême. Le fondement de tout pouvoir mental, la propriété totale. Ici, nous enterrons une fois pour toutes le blâme, la justification et la mentalité de victime. Ici, vous déclarez que tout ce qui vous arrive, votre situation, vos résultats, votre bonheur, sont votre responsabilité. À 100%, pas 99%. 100, c'est le moment le plus libérateur de votre vie. Parce que si vous êtes responsable de tout, vous avez le pouvoir de tout changer. Premièrement, la propriété est un transfert de pouvoir. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre, vous lui donnez un cadeau immense, le pouvoir sur votre vie. Vous dites à votre patron, « Tiens, voici les clés de ma carrière. C'est de ta faute si je n'avance pas. » Vous dites à votre partenaire, « Tiens, voici les clés de mon bonheur. C'est de ta faute si je suis triste. » C'est un transfert de pouvoir. Vous vous dessaisissez de votre autorité. Assumez la responsabilité à 100% et vous reprenez immédiatement tout le pouvoir. Vous redevenez le PDG de votre existence. Voici le principe. Mémorisez-le. Si c'est à propos de votre vie, c'est de votre responsabilité. Point final. Prenons une étude de cas. Un échec professionnel. Vous avez perdu un client important. La réaction faible est de blâmer le client. Il était trop exigeant ou l'économie. La réaction forte, la prise de propriété, est de vous demander « Qu'ai-je moi pu faire différemment ?» Ma communication était-elle parfaite? Avais-je vraiment compris ses besoins profonds? Le service après-vente était-il irréprochable? Vous cherchez la faille en vous, pas pour vous flageller, pour vous améliorer. C'est ça, la clé. Le blâme cherche un coupable. La propriété cherche une leçon. Vous avez un choix. Être un jouet ballotté par les circonstances ou être le capitaine qui tient fermement la barre, même dans la tempête. Deuxièmement, transformer les échecs en données. Vous devez opérer un changement sismique dans votre perception de l'échec. Actuellement, vous le voyez comme un verdict, une étiquette qui dit « perdant » collée sur votre front. C'est un poison. À partir de maintenant, l'échec n'est plus un verdict. C'est une donnée, une information, aussi neutre que la lecture d'un thermomètre. L'échec n'est pas qui vous êtes. C'est ce qui s'est passé. C'est un point sur une courbe d'apprentissage, rien de plus. Voici le processus en 3 étapes à appliquer après tout échec, grand ou petit. Étape 1. Analyser. Sans émotion. Qu'est-ce qui, dans mes actions, mes décisions, a conduit à ce résultat? Étape 2. Apprenez. Quelle est la leçon centrale, le principe que je peux en extraire? Étape 3. Passez à l'action suivante. Appliquez la leçon immédiatement. L'échec n'est une fin que si vous l'acceptez. Sinon, c'est une pépite de données brutes que vous transformez en carburant pour l'étape suivante. C'est ça, la clé. Vous ne traitez plus l'échec comme une tragédie personnelle, mais comme un feedback du monde réel. C'est la différence entre un amateur qui se décourage et un professionnel qui s'ajuste. Troisièmement, écrivez votre contrat intérieur. La propriété totale ne peut pas rester un concept vague. Elle doit devenir un contrat légal avec vous-même. Un serment solennel. Prenez un papier, un stylo, écrivez ceci et signez-le. Je sous-signe votre nom, déclare par la présente que je suis l'unique responsable de ma vie. Je suis responsable de mes résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis responsable de mon bonheur et de mon état d'esprit. Je suis responsable des actions que j'ai choisi de prendre ou de ne pas prendre. Je renonce au blâme, à la justification et au statut de victime. À partir de ce jour, je reprends possession de tout mon pouvoir. Signez-le, datez-le, gardez-le où vous pouvez le voir. Ce n'est pas un exercice. C'est un acte fondateur. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour signer ce contrat. C'est un accord entre vous et vous. Chaque matin, lisez-le. Il vous rappellera votre souveraineté. Il ancrera la propriété non comme une idée, mais comme une loi personnelle. Ce n'est pas une option, c'est un décret. Vous avez signé le contrat. Vous êtes désormais le propriétaire unique et incontesté de votre vie. Le blâme est mort.
Le pouvoir est de retour entre vos mains. Mais ce pouvoir serait inutile si vous attendiez la bonne humeur ou la motivation pour l'utiliser. L'action doit être immédiate, quel que soit votre état émotionnel. C'est la dernière illusion à briser. Chapitre 7. Agissez même sans motivation. Vous êtes le propriétaire de votre vie. Vous avez le pouvoir. Maintenant, nous devons aborder le plus grand mythe qui empêche l'action, la motivation. Vous attendez de vous sentir prêt? Vous attendez que l'inspiration frappe. C'est un piège, c'est la recette garantie de la médiocrité. Dans ce chapitre, vous allez briser le lien toxique entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. L'action vient toujours en premier. Le sentiment vient après. C'est la loi. Apprenez-la. Vivez-la. Premièrement, la motivation est un leurre. Arrêtez de croire aux contes de fées. La motivation n'est pas la cause de l'action. C'est son effet. Penser l'inverse, c'est construire sa maison sur du sable. Vous attendez que le ciment soit sec avant de poser les fondations. C'est absurde. Regardez les plus grands performeurs, les artistes, les athlètes, les entrepreneurs. Ils ne se lèvent pas chaque matin enflammés par une passion divine. Ils se lèvent. Point. Ils agissent. Et c'est dans l'action que la motivation, la concentration et le flow émergent. Voici la vérité que vous devez accepter. La motivation vient de l'action, pas l'inverse. Répétez cela. Vous n'attendez pas d'être motivé pour agir. Vous agissez et la motivation vous suit. C'est un principe physique, une loi de l'univers mental. L'élan crée l'énergie, pas l'inverse. Attendre la motivation. C'est comme attendre que votre voiture démarre sans avoir tourné la clé. Vous avez un choix. Rester paralysé en attendant un sentiment qui ne viendra peut-être jamais, ou avancer mécaniquement et laisser le sentiment émerger de votre mouvement. Choisissez le mouvement. Ce n'est pas un concept, c'est une loi physique. Deuxièmement, maîtrisez la règle des 5 secondes. Votre cerveau est conçu pour vous protéger, pour vous éviter le danger, l'effort, l'inconnu. Dès que vous avez une idée qui sort de votre zone de confort, votre cerveau lance un signal d'alarme. Il crée de l'hésitation, du doute, de la peur. Si vous écoutez ce signal, vous êtes fini. Vous devez agir plus vite que votre peur. Voici votre arme, la règle des 5 secondes. La règle est simple. Dès que vous avez une intuition, une idée d'une action productive, ou que vous sentez l'hésitation vous gagner, vous comptez à rebours à voix haute ou dans votre tête. 5, 4, 3, 2, 1, et vous bougez. Physiquement, vous vous levez, vous marchez, vous ouvrez le document, vous commencez. Ce compte à rebours crée une fenêtre de lancement. Il interrompt le pattern de la peur. Il désengage le cerveau automatique et engage le cortex préfrontal, celui de l'action délibérée. Votre cerveau est conçu pour vous arrêter. Utilisez la règle des 5 secondes pour le devancer. C'est un piratage biologique. Utilisez-le. Maintenant, si vous hésitiez à faire quelque chose, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et faites-le. C'est ça, la clé. Vous ne contrôlez pas le sentiment, mais vous contrôlez toujours le muscle. Faites-le bouger. Troisièmement, visualisez le processus, pas le résultat. Vous passez votre temps à visualiser le goal, la médaille, la promotion, le corps parfait. C'est une erreur. Visualiser le résultat est passif. Cela peut même être écrasant. Courir un marathon est trop gros. Perdre 20 kilos est trop lointain. Votre cerveau ne sait pas par où commencer. Il se fige. La visualisation puissante, c'est la visualisation du processus. Vous devez fermer les yeux et voir, sentir les toutes premières étapes physiques. Vous voulez courir? Ne visualisez pas la ligne d'arrivée. Visualisez-vous en train de lasser vos chaussures. Sentir les lacres? Visualisez-vous en train d'ouvrir la porte. Sentir la poignée froide. Visualisez-vous en train de faire les 10 premiers pas. Sentir l'impact de vos pieds sur le sol. Visualiser le processus enclenche le mode automatique de l'action dans votre cerveau. Vous créez un script neuronal que votre corps n'aura plus qu'à suivre. Vous réduisez la friction de départ. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je vais courir ?» Votre cerveau a déjà joué le film du départ. Il est déjà engagé dans la séquence. Vous n'avez pas besoin de la permission de vos émotions pour lancer un script que vous avez déjà programmé. Vous avez désarmé le mythe de la motivation. Vous avez un outil pour court-circuiter l'hésitation.
Vous savez programmer votre cerveau pour l'action. Vous êtes maintenant une machine à passer à l'acte indépendante de vos humeurs. Mais une machine doit être entretenue, renforcée, protégée. Votre esprit a besoin d'un entraînement constant pour rester tranchant, résilient et concentré. Chapitre 8. Renforcez votre esprit comme un muscle. Vous agissez, peu importe votre état d'esprit. Mais une action constante nécessite un esprit résilient. Votre esprit n'est pas une entité mystique. C'est un muscle. Il se fatigue, il s'atrophie, ou il se renforce. Dans ce chapitre, vous recevez votre programme d'entraînement. Vous allez apprendre à forger un esprit qui ne plie pas, un esprit qui devient plus fort à chaque défi. La force mentale n'est pas un don. C'est le résultat d'un entraînement délibéré. Commencez aujourd'hui. Premièrement, l'entraînement mental quotidien. Vous avez une routine pour votre corps. Vous vous douchez. Vous vous brossez les dents. Mais votre esprit, vous le laissez en friche. Vous le nourrissez de distractions et de bruit. Cela s'arrête maintenant. Votre esprit mérite la même discipline, le même entretien quotidien. C'est votre actif le plus précieux. Traitez-le comme tel. Voici votre routine de base. Faites-la chaque jour. Premièrement, 10 minutes de méditation de pleine conscience. Asseyez-vous. Silence. Suivez votre respiration. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement. Ce n'est pas un échec. C'est une répétition. C'est votre musculation pour le muscle du focus. Deuxièmement, 30 minutes de lecture exigeante. Un livre de philosophie, de science, de stratégie. Quelque chose qui force votre cerveau à se concentrer, à comprendre, à s'étirer. Troisièmement, résolvez un problème complexe. Un puzzle stratégique au travail, un problème de logique, un défi personnel à analyser. Vous brossez vos dents tous les jours. Pourquoi négligez-vous votre hygiène mentale? Cette routine n'est pas optionnelle. C'est aussi fondamental que de vous hydrater. C'est ça, la clé. La force mentale se construit par la répétition d'exercices difficiles, pas en attendant l'inspiration. Deuxièmement, consommez un régime mental sain. Votre esprit est comme un estomac. Il digère ce que vous y mettez. Si vous le nourrissez de peur, de colère et de futilité, c'est ce qu'il deviendra. Anxieux, colérique, futile. Aujourd'hui, vous devenez un gardien impitoyable de ce qui entre dans votre cerveau. Faites l'audit. Maintenant, quelles émissions regardez-vous? Quels comptes sur les réseaux sociaux suivez-vous? De quoi parlez-vous avec vos proches? Tout contenu qui vous laisse avec un sentiment d'impuissance, de rage ou de vide doit être éliminé. Désabonnez-vous. Éteignez la télévision. Changez de sujet de conversation. Vous êtes ce que vous consommez. Nourrissez votre esprit de force, pas de poison. Remplacez le poison par du carburant. Écoutez des podcasts sur le développement personnel. Lisez les biographies de ceux qui ont surmonté l'adversité. Entourez-vous de conversations qui portent sur des solutions, des idées, des projets. Vous avez un choix. Être une éponge passive qui absorbe la négativité du monde, ou être un chef qui choisit soigneusement chaque ingrédient de son festin mental. Choisissez la force. Troisièmement, testez vos limites régulièrement. Un muscle ne grandit que lorsqu'on lui demande de soulever plus qu'il ne le peut confortablement. Votre esprit est identique. La complaisance est son ennemi. Vous devez constamment vous pousser dans l'inconfort mental. Vous devez rechercher délibérément les défis qui vous font un peu peur. Votre mission est de toujours avoir un projet, un objectif, qui se situe juste au-delà de votre zone de compétence actuelle. Apprendre une langue. Maîtriser un logiciel complexe. Lancer un petit projet parallèle. Accepter une prise de parole en public. La règle est simple. Si cela ne vous fait pas un peu peur, cela ne vous fera pas grandir. Cette peur n'est pas un signal d'alarme. C'est un signal de croissance. C'est la sensation de votre esprit qui s'étire pour s'adapter à une nouvelle demande. Ce n'est pas de l'inconfort, c'est de la croissance. Vous n'attendez pas que le défi vienne à vous. Vous allez le chercher. Vous vous inscrivez, vous vous engagez, vous vous lancez. C'est la discipline de la croissance proactive. Vous avez maintenant un esprit entraîné, bien nourri et en croissance constante. C'est une forteresse. Mais même la forteresse la plus solide a besoin de moments de silence profond pour que le commandant puisse planifier sa prochaine manœuvre. Le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans l'action, mais aussi dans le calme délibéré qui la précède. Chapitre 9. Trouvez la force dans le silence et la solitude.
Votre esprit est désormais une forteresse entraînée. Mais une forteresse constamment assiégée par le bruit est une forteresse épuisée. Nous arrivons maintenant à votre source de pouvoir la plus secrète, le silence. Non pas le silence subi, mais le silence choisi. La solitude. Non pas l'isolement, mais la compagnie de vous-même. C'est ici que vous passez de la force réactive à la puissance calme. C'est ici que vous forgez une présence qui commande le respect, sans avoir à élever la voix. Premièrement, le silence est un entraînement, pas un vide. Vous fuyez le silence. Vous remplissez chaque vide avec du bruit, des notifications, de la musique. Pourquoi? Parce que le silence vous confronte à vous-même. Et cela est inconfortable. Mais aujourd'hui, vous allez cesser de fuir. Vous allez vous asseoir dans le silence. Volontairement. Ce n'est pas un vide. C'est un exercice de contrôle mental de haut niveau. C'est l'entraînement ultime pour apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus. C'est le gymnase de votre volonté. Voici la pratique. 1 fois par jour. 10 minutes. Vous vous asseyez. Dans le silence. Pas de musique. Pas de podcast. Juste vous et votre respiration. Votre seul travail est d'observer. Observez vos pensées qui arrivent, comme des nuages dans le ciel. Vous ne les jugez pas. Vous ne vous y accrochez pas. Vous les laissez passer. Une pensée sur le travail arrive. Bonjour, pensez. Au revoir, pensez. Revenez à votre respiration. C'est ça, la clé. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. Cette simple réalisation est une libération d'une puissance atomique. Vous apprenez que vous n'avez pas à réagir à tout ce qui traverse votre esprit. Ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle suprême. Deuxièmement, la solitude est votre allié. Vous confondez solitude et isolement. L'isolement est subi. Il est chargé de tristesse et de manque. La solitude est choisie. Elle est chargée de puissance et de régénération. La solitude est le terrain où vous vous reconnectez avec votre voix intérieure, celle que le bruit du monde étouffe. C'est votre quartier général. C'est dans la solitude que vous entendez votre voix intérieure, que vous planifiez, que vous vous rechargez. Programmez des rendez-vous réguliers avec vous-même. Une longue marche seule, 1 heure dans un parc sans téléphone, un café en votre propre compagnie. Durant ces moments, vous ne fuyez pas. Vous vous posez des questions cruciales. Suis-je sur le bon chemin? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelle est la prochaine étape stratégique? Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour prendre ce temps. C'est un acte de leadership personnel. Vous avez un choix. Être constamment façonné par les opinions des autres ou vous retirer périodiquement pour vous recentrer sur votre propre boussole interne. Choisissez votre propre compagnie. Troisièmement, développez une présence imperturbable. Cette pratique du silence et de la solitude va commencer à se manifester à l'extérieur. Elle va forger votre présence. Vous allez apprendre à déplacer moins d'air, mais avec plus d'impact. Ralentissez vos mouvements. Évitez les gestes saccadés, nerveux. Parlez moins. Quand vous parlez, que ce soit avec calme et intention. Écoutez activement. Regardez les gens dans les yeux. Absorbez ce qu'ils disent avant de préparer votre réponse. Le résultat sera palpable. Les gens ne pourront plus lire l'anxiété ou la faiblesse sur vous. Votre simple présence deviendra une déclaration de force. Vous n'aurez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Votre calme sera votre autorité. Votre écoute sera votre puissance. Les personnes bruyantes et agitées perdront leur pouvoir sur vous. Vous deviendrez le centre de gravité dans la pièce, non pas par ce que vous dites, mais par comment vous êtes. Ce n'est pas une technique, c'est un état d'être. Vous maîtrisez maintenant l'art de la puissance calme. Votre force n'a plus besoin de faire de bruit. Elle se voit, elle se sent. Vous êtes centré, imperturbable, mais cette présence ne doit pas rester un état passif. Elle doit devenir l'identité à partir de laquelle vous agissez dans le monde à chaque instant. Il est temps d'incarner, pleinement et sans compromis, l'archétype du gagnant. Chapitre 10. Incarner l'identité du gagnant. Vous voici arrivé au sommet. Vous avez diagnostiqué la faiblesse. Vous avez éradiqué le dialogue de la défaite. Vous avez échangé la plainte contre l'action, le confort contre la discipline. Vous avez assumé la propriété totale de votre vie, agi sans motivation, forgé un esprit d'acier et trouvé la force dans le silence. Maintenant, nous fusionnons tout. Ce chapitre n'ajoute pas une nouvelle compétence.
Il consacre votre transformation. Il ne s'agit plus de faire. Il s'agit d'être. Vous allez cesser d'essayer de devenir un gagnant. Vous allez l'incarner. À partir de maintenant. Premièrement, agissez comme si vous étiez déjà cette personne. L'identité n'est pas un mystère. Elle n'est pas cachée en vous, attendant d'être découverte. Elle est construite, brique par vos actions répétées. Votre identité d'hier a été forgée par les actions d'hier. Votre identité de demain se forge par les actions d'aujourd'hui. Vos actions d'aujourd'hui sculptent l'identité de demain. C'est un principe immuable. Votre outil le plus puissant est maintenant une seule question. Une question que vous vous poserez devant chaque décision, grande ou petite. Qu'est-ce que ferait la version forte, disciplinée et gagnante de moi dans cette situation? Et puis, vous faites exactement cela. Vous ne réfléchissez pas, vous n'analysez pas, vous incarnez. Le gagnant se lèverait-il à 5h30? Alors vous le faites. Le gagnant prendrait-il cette conversation difficile avec calme et fermeté? Alors vous le faites. Le gagnant choisirait-il la salle de sport ou le canapé? La réponse est évidente. Agissez. C'est ça, la clé. Vous ne construisez pas l'identité pour ensuite agir. Vous agissez comme si vous aviez déjà l'identité, et l'identité se solidifie autour de vos actions. C'est la boucle de rétroaction la plus puissante qui soit. Deuxièmement, parlez le langage du gagnant. Votre langage est le souffle de votre identité. Les mots que vous choisissez ne décrivent pas votre réalité, ils la créent. Le langage de la faiblesse est rempli de doutes, de conditionnels et d'échappatoires. Le langage du gagnant est fait de certitude, d'engagement et de possibilités. À partir de cet instant, vous bannissez de votre bouche et de vos pensées les mots qui trahissent le doute. Voici la nouvelle loi linguistique. J'espère est mort. Il est remplacé par je vais ou je crée. J'essaierai est une insulte à votre propre pouvoir. Il est remplacé par je fais ou je m'engage à. Je ne peux pas est une déclaration d'impuissance. Il est remplacé par je choisis de ne pas ou je trouve un moyen de. Ce changement n'est pas sémantique, il est neurologique. En prononçant « je fais », vous programmez votre système nerveux pour l'action et l'engagement. En éliminant « j'essaie », vous éliminez la porte de sortie avant même d'avoir commencé. Vous n'avez pas besoin de la permission pour parler avec autorité. Donnez-vous à vous-même cette permission. Votre parole doit devenir un roc. Troisièmement, votre nouvelle normalité. Il est temps de fermer la porte qui menait à votre ancienne vie, à votre ancien moi. Cette personne qui doutait, qui se plaignait, qui fuyait l'effort, n'existe plus. Elle n'est pas en vacances. Elle n'est pas en pause. Elle est révolue. Cette mentalité de gagnant n'est pas un projet sur lequel vous travaillez. C'est votre nouvel état d'être par défaut. Votre nouvelle normalité. La faiblesse n'est plus une option que vous considérez. C'est une relique du passé, un vêtement que vous avez brûlé et qui ne vous va plus. Vous ne luttez plus contre la faiblesse. Vous l'avez simplement transcendée. Votre focus n'est plus sur ce que vous ne voulez pas être, mais sur ce que vous êtes, une personne forte, disciplinée et résolue. Alors, répétez ce dernier mantra. Répétez-le jusqu'à ce qu'il devienne l'évidence la plus profonde de votre être. Vous n'essayez pas d'être fort. Vous êtes fort. Maintenant, allez le prouver au monde. Conclusion du livre audio. Un ton rythmé, implacable, une synthèse sans pause. Alors, rappelez-vous, le doute n'est pas une vérité, c'est un parasite. L'auto-apitoiement n'est pas un refuge, c'est une prison. Vous avez désormais l'antidote. Vous diagnostiquez la faiblesse. Vous éradiquez le dialogue de la défaite. Vous arrêtez de vous plaindre et vous résolvez les problèmes. Vous traquez votre confort et vous le détruisez par des actes de discipline délibérés. Vous assumez une propriété totale à 100% de tout ce qui vous arrive. Vous agissez sans attendre la motivation, parce que l'action crée la motivation. Vous entraînez votre esprit comme un muscle, vous le nourrissez de force et vous trouvez votre pouvoir dans le silence. Et à partir de maintenant, vous n'essayez pas d'être un gagnant. Vous incarnez l'identité du gagnant. Chaque décision, chaque action, chaque mot le reflète. Maintenant, la théorie est terminée. La connaissance sans action n'est que du bruit. Votre défi commence à l'instant même où ce livre se termine. Votre défi est ceci. Sortez. Et aujourd'hui, affrontez une seule situation, un seul moment de doute,
avec la mentalité que vous venez de forger. Pas demain, aujourd'hui. Montrez à la faiblesse qu'elle n'a plus sa place ici. La décision vous appartient. Agissez. Alors, rappelez-vous bien que le doute n'est pas une vérité, c'est un parasite. L'auto-apitoiement n'est pas un refuge, c'est une prison. Vous avez désormais l'antidote. Vous diagnostiquez la faiblesse. Vous éradiquez le dialogue de la défaite. Vous arrêtez de vous plaindre et vous résolvez les problèmes. Vous traquez votre confort et vous le détruisez par des actes de discipline délibérés. Vous assumez une propriété totale à 100% de tout ce qui vous arrive. Vous agissez sans attendre la motivation, parce que l'action crée la motivation. Vous entraînez votre esprit comme un muscle, vous le nourrissez de force et vous trouvez votre pouvoir dans le silence. Et à partir de maintenant, vous n'essayez pas d'être un gagnant. Vous incarnez l'identité du gagnant. Chaque décision, chaque action, chaque mot le reflète. Maintenant, la théorie est terminée. La connaissance sans action n'est que du bruit. Votre défi commence à l'instant même où ce livre se termine. Votre défi est celui-ci. Sortez. Et aujourd'hui, affrontez une seule situation, un seul moment de doute, avec la mentalité que vous venez de forger. Pas demain. Aujourd'hui. Montrez à la faiblesse qu'elle n'a plus sa place ici. La décision vous appartient. Agissez.